Bienvenue dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Au sommaire, nouveau rebondissement dans le conflit qui oppose la République démocratique du Congo au Rwanda. Ce mardi, les autorités congolaises ont annoncé avoir détecté et démantelé un réseau d'espions au service du Rwanda dans la capitale Kinshasa. Les précisions dans cette édition. Résolution du conflit tigréen. La première visite d'une délégation du gouvernement éthiopien à Mekele, la capitale de la région du Tigré, a eu lieu ce lundi 26 décembre. Un rapprochement avec pour but de mettre en œuvre les promesses de l'accord de paix de Pretoria. Et puis du sport en fin d'édition avec un retour sur les grands événements sportifs qui ont marqué le continent en 2022. Mais tout d'abord, en Côte d'Ivoire, le verdict du procès de l'attentat de Grand Bassam a été rendu ce mercredi 28 décembre au tribunal d'Abidjan. 10 des accusés, dont ceux considérés comme les cerveaux de l'attentat terroriste, ont écopé de la perpétuité, soit la peine maximale. 8 autres prévenus ont été relaxés. Parmi les 10 personnes condamnées, seules 4 étaient présentes à l'audience. Les 7 autres ont été condamnés par contumace. Pour rappel, le 13 mars 2016, sur la plage de Grand Bassam, 19 personnes ont été tuées et 33 blessées lors d'une attaque revendiquée par AQMI. Celle-ci avait suscité un véritable choc en Côte d'Ivoire et illustré la force de frappe des groupes djihadistes au Sahel. Les avocats de la défense prévoient de faire appel. Dans une nouvelle page du feuilleton qui alimente les tensions entre Kinshasa et Kigali, les autorités congolaises ont annoncé ce mardi 27 décembre le démantèlement d'un réseau d'espions au service du Rwanda en République démocratique du Congo. Les identités de 4 individus ont été officiellement dévoilées par le vice-ministre de l'Intérieur, assisté des porte-paroles de l'armée et de la police sur les antennes de la télévision nationale. Parmi eux figurent 2 espions rwandais dont l'un serait soldat de l'armée rwandaise, mais agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization. Je vous propose d'écouter à ce propos Jean-Claude Molipé, vice-ministre de l'Intérieur de la République démocratique du Congo. Nous sommes en face d'un cas d'espionnage des services rwandais opérant à Kinshasa, détecté et démantelé par nos services de sécurité qui ont fait un joli coup de filet. En effet, 2 espions rwandais, dont l'un est un élément du Rwandan Defense Force, en abrégé RDF, agissant sous la couverture d'une ONG de développement dénommée African Health Development Organization, en abrégé AHDO, sont tombés dans les filets des services de sécurité congolais avec 2 de leurs complices. Ces espions avaient non seulement infiltré de hauts gradés de FARDC, de personnalités politiques de grande envergure, ainsi que des opérateurs économiques et membres de la société civile. Les téléphones cryptés du militaire rwandais, après exploitation par nos services et de nos enquêteurs, a révélé que ces derniers a eu accès aux différents sites stratégiques de la capitale, et c'est en complicité avec certains officiers généraux et supérieurs de la FARDC. D'autres espions sont recherchés, d'autant plus que l'ONG en question avait ouvert des antennes dans les provinces du Kwango, Kwilu, Kasai, Nord-Kivu et Sud-Kivu. Ils seront finalement rattrapés, L'acquisition par ces espions d'un important patrimoine foncier dans le périmètre de l'aéroport international de Ndjili et de la base militaire de Kibomango. Ces acquisitions ont laissé entrevoir la préparation d'un plan machiavélique similaire à celui qui a été à la base de l'assassinat de Juvenal Habyarimana et de son homologue burundais en 19
1993. Les investigations se poursuivent. Notons que les autorités rwandaises en froid avec Kinshasa n'ont pas encore réagi à ces accusations. Kinshasa qui accuse toujours Kigali de soutenir les rebelles du M23 qui sévissent dans la région du Nord Kivu envisage par ailleurs d'instaurer un service militaire obligatoire aux contractuels de 5 à 10 ans au vu de la situation sécuritaire. Une piste évoquée par le ministre de la Défense Gilbert Kabanda. On l'écoute. Cette politique de défense a décidé donc après l'industrie de défense, de créer une réserve. Mais il n'y a pas que ça. Nous avons beaucoup de jeunes dans notre pays qui veulent devenir militaires. Et généralement, les vocations ne naissent pas au-delà de l'âge adulte. Les vocations naissent souvent entre 10 et 15 ans. Nous avons pensé qu'il faut instaurer un système de service militaire contractuel. Contractuel pour certains cadres techniques, scientifiques, qui seraient affectés dans nos laboratoires de recherche militaire pour certains objectifs militaires. Donc ce sera une troisième forme de service militaire, c'est-à-dire le service militaire contractuel. Un contrat de 5 ans, un contrat de 10 ans, comme cela se fait aussi dans certains pays. En Éthiopie, une délégation du gouvernement fédéral s'est rendue lundi 26 décembre à Mekele, la capitale de la région du Tigré. Une étape importante dans la mise en œuvre de l'accord de paix signé à Pretoria le 2 novembre. Il s'agit de la première délégation fédérale de haut niveau à se rendre au Tigré, déchiré par 2 ans de guerre. Objectif, rebâtir la confiance et superviser la mise en œuvre de l'accord de paix. Si le rapprochement progresse avec notamment la reprise des vols d'Ethiopian Airlines vers Mekele, d'importants points de l'accord de paix, comme celui concernant le dépôt des armes, ne disposent pas encore d'un agenda fixe. Écoutons à ce propos Selemawi Kassa, ministre d'État éthiopienne chargée de la communication. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers les personnes qui nous ont si chaleureusement accueillis. C'est un moment historique de notre histoire dont nous nous souviendrons. Les habitants du Tigré et le gouvernement fédéral aspirent à mettre fin à leurs divergences pour résoudre le conflit. Tout d'abord, je tiens à exprimer ma gratitude envers les personnes qui nous ont si chaleureusement accueillis. C'est un moment historique de notre histoire dont nous nous souviendrons. Les habitants du Tigré et le gouvernement fédéral aspirent à mettre fin à leurs divergences pour résoudre le conflit de manière pacifique. Cette visite symbolise la belle initiative engagée par le Premier ministre Abiy Ahmed et elle s'est avérée très fructueuse. Les échanges avec les parties prenantes ont montré que l'initiative de paix est en train de s'enraciner et le gouvernement fédéral poursuivra sur cette lancée. Les services de communication, les services de santé vont être rétablis, tout comme l'aide humanitaire qui va pouvoir reprendre. Au Tchad, les conseillers nationaux sont finalement parvenus à un consensus concernant la configuration du bureau du Conseil national de transition. Au terme de longues tractations, il a été convenu ce mercredi 28 septembre que le Conseil national de transition sera désormais composé de 8 vice-présidents et de 8 secrétaires de séance en faveur du nouveau règlement intérieur du CNT. Le docteur Haroun Kabadi conserve cependant sa position de président du CNT. À noter que les politico-militaires se taillent une belle part avec 3 vice-présidents dans la nouvelle configuration du bureau du CNT.
Le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme a un nouveau président. Il s'agit de Fumakoy Gado. Il a été porté à la tête du parti au pouvoir le 25 décembre dernier au terme d'une élection remportée haut la main par 300 voix sur 300. D'autant qu'il était jusqu'ici président par intérim de la formation créée par l'ancien président Mahamadou Issoufou, dont il est l'un des fidèles. Séverin Doke. Fumakoy Gado est le nouveau président du PNDS, le parti nigérien pour la démocratie et le socialisme. Il a été porté à la tête de cette formation politique le 25 décembre 2022 en remplacement de Mohamed Bazoum, l'actuel président de la République. Le passage de témoins a eu lieu à l'occasion de la deuxième journée des assises du congrès du PNDS, principal parti au pouvoir. Une transition à la tête de la direction du parti au pouvoir qui démarque le Niger dans une région en proie à des coups d'État. C'est donc important, au-delà de cette symbolique de transmission de pouvoir au sein de son parti, et nous estimons que cette pratique pourra également se perpétuer au niveau de l'exécutif nigérien à tous les niveaux. Il faut que cette démocratie puisse se perpétuer davantage dans un continent où de plus en plus les ruptures constitutionnelles ou des coups d'État font des cas d'école en termes d'effets de contamination dans tout notre espace géopolitique en tant que tel. Depuis la présidence de Mahamadou Issoufou, le Niger se veut un État ancré dans les pratiques démocratiques. Pour les observateurs de la scène publique nigérienne, cette alternance à la tête du parti au pouvoir, le PNDS, est de bon augure pour l'environnement des affaires au Niger. Le président Mohamed Bazoum aujourd'hui s'engage sur la même trajectoire que son prédécesseur dans le cadre d'un ancrage démocratique au sein des pratiques politiques au sein du Niger. La démocratie aujourd'hui, c'est l'expression la plus solennelle du retour de l'état de droit pour pouvoir attirer les investissements au plan international. En engageant le Niger sur la voie démocratique, cela va permettre davantage à ce pays de tirer d'énormes avantages du dividende démocratique dans lequel ce pays s'est engagé depuis quasiment quelques années. Le Niger a connu un cycle de coups d'État. Après Mahamadou Issoufou à la tête du Niger, entre avril 2011 et avril 2021, Mohamed Bazoum est le deuxième président démocratiquement élu qu'a connu le pays. Associer la transition énergétique à la transformation économique, c'est l'objectif des autorités de la République du Congo. Un objectif atteignable selon les autorités, notamment grâce à l'exploitation du gaz naturel. En effet, le Congo entend exploiter cette énergie fossile qui émet 2 fois moins de gaz à effet de serre que le charbon et 30% de moins que le pétrole. Deva Panzo. La République du Congo va continuer à s'appuyer sur le pétrole et le gaz afin d'assurer le développement énergétique des populations. Le gouvernement congolais est persuadé que la transition vers les énergies propres va se faire progressivement, mais en attendant, l'Afrique doit en profiter pour assurer son développement industriel. Et donc nous disons que le meilleur moyen, c'est de continuer à produire nos ressources naturelles, parmi lesquelles pétrole et gaz. Avec ces ressources naturelles, nous devons, oui, privilégier la fin de la pauvreté énergétique. Donner l'accès à chaque citoyen africain est devenu aujourd'hui un objectif majeur pour tous les pays africains. Plus de 600 millions d'habitants manquent d'électricité et 900 millions d'habitants n'ont pas accès au gaz naturel en Afrique. 70% de l'électricité produite en République du Congo provient du gaz. Le pays accorde une place importante au gaz qui constitue l'un des piliers de son mix énergétique. En effet, le gaz naturel continuera à jouer un rôle clé comme énergie d'appoint pour combler les pics de demande énergétique soudaines qui ne peuvent l'être par les énergies 100% renouvelables. À l'instar de toutes les compagnies pétrolières, les sociétés nationales ont la même responsabilité au sujet de la protection de la planète. La Société nationale des pétroles du Congo accompagne le gouvernement congolais dans sa politique de transition énergétique. Notons que plusieurs actions ont été initiées par la SNPC, entre autres l'élaboration d'un plan directeur pour le gaz naturel, en synergie avec le cabinet Wood Mackenzie et la mise en œuvre de Master Plan Formation, qui met un accent particulier sur la valorisation du gaz. Également dans l'actualité, les déboires d'Isabel Dos Santos avec la justice angolaise s'accumulent. Ce mardi 27 décembre, la Cour suprême d'Angola a ordonné la saisie préventive d'actifs d'une valeur d'1 milliard de dollars détenus par la fille de l'ancien président José Eduardo Dos Santos. Les autorités disent détenir des preuves de détournement de fonds et de blanchiment d'argent et ont donc ordonné la saisie des fonds déposés par Isabel Dos Santos dans toutes les
institutions bancaires. Les parts détenues par Isabelle Dos Santos dans l'entreprise d'emballage angolaise Mbalvidro, ainsi que la totalité de ses parts dans l'opérateur de télécommunications du Cap-Vert Unitel T+, et sa filiale Unitel STP seront également saisies, selon les informations rapportées par l'agence de presse angolaise Lusa, qui a eu accès aux documents judiciaires. L'agence précise également que 70% des parts qu'Isabelle Dos Santos détient dans les opérateurs mozambicains M-Star et Upstar Communications devraient également être saisis. Beaucoup d'événements jalonnaient l'actualité sportive africaine en 2022. Football, basketball, athlétisme, beach soccer, tennis ou encore boxe. Rétrospective dans ce sujet de José Douglas. Football pour commencer avec la CAN 2021 jouée en 2022 et la finale du 6 février remportée par le Sénégal 4-2 face à l'Égypte après prolongation. Le Cameroun prend la 3e place aux dépens du Burkina Faso. Le Cameroun est une pierre de football. Gagner la CAN ici au Cameroun, c'est symbole. Élection à la FIF, Fédération ivoirienne de football, et Didier Drogba battu par Idriss Diallo avec 59 voix, dont 50 pour Souri Diabaté et 21 pour Didier Drogba. Je n'aime pas cracher sur les autres. Je considère qu'ils ont fait ce qu'ils pouvaient, ça n'a pas marché. Je ne sais pas pourquoi. Moi, je vais me concentrer sur ce qui me concerne pour essayer de faire de mon mieux. Le grand succès de la BAL Basket Africa League pour sa 2e saison et la victoire de Monastir à l'Arena de Kigali face à Petro Luanda. On arrive avec des standards NBA, on a le parquet NBA, on a des shows à l'américaine. Donc c'est vraiment réussir à avoir ce talent qui est sur le continent dont on parle. Tout le monde en parle, mais c'est de voir comment on professionnalise le basket sur le continent. Rugby et le tournoi à 7 masculins, l'Africa Men's Event en avril 2022 à Johannesburg, qui a réuni 14 équipes africaines. Le championnat d'Afrique des Nations de handball homme en juillet 2022 avec la victoire de l'Égypte à domicile face au Cap-Vert 37-25 et la 25e édition chez les femmes à Dakar et remportée par l'Angola aux dépens du Cameroun 29-19. Football encore et le coup de théâtre à Liverpool où Sadio Mané quitte le club pour poser ses valises en Allemagne et au Bayern de Munich. La CAN féminine de football au Maroc avec la victoire de l'Afrique du Sud face aux Lions de l'Atlas, 2-1, la Zambie s'octroyant à la 3e place. La CAN de beach soccer en octobre 2022 au Mozambique qui a vu la victoire des Lions de la Teranga face à l'Égypte. Et puis la saison 2022 marquée également par l'hégémonie des Kenyans sur les grands marathons avec à leur tête Eliud Kipchoge, double champion olympique à Tokyo, qui remporte Berlin, Amos Kipruto à Londres, Benson Kipruto à Chicago et Evans Chebet à Boston et New York. Pour la dernière course de la saison, le Grand Chelem pour les Kenyans. Du tennis avec la Tunisienne Ons Jabeur qui s'est qualifiée pour 2 finales de Grand Chelem en 2022, 47 victoires dans la saison pour 15 défaites et s'est hissé à la 2e place du classement WTA à 28 ans. Et puis autre exploit, celle de la golfeuse marocaine Inès Laclalèche, 24 ans, qui remporte la 32e édition du Lacoste Ladies Open de France. La jeune marocaine a créé la surprise en battant l'anglaise Megan McLaren. J'ai pas les mots, je suis un peu sous le choc. J'ai passé une excellente journée, c'était exceptionnel. J'ai pas pensé à la victoire tout au long de la partie, mais je suis sans mots en fait, c'est tout. Du rallye avec le pilote sénégalais Mamadou Bakoum, seul à défendre les couleurs de l'Afrique pour cette édition 2022 du rallye Africa Eco Race. Il a encore impressionné ses supporters, nombreux à l'accueillir à Dakar. Au Lac Rose, boxe et la victoire avant un repos bien mérité du franco-camerounais Christian Billy face à l'américain Vogue Alexander. Il vit au Canada et compte 23 combats en super moyen. Enfin, nous terminons avec le sac qui vient du Qatar où il faut saluer la participation de nos équipes au mondial, mais surtout l'exploit du Maroc qui se hisse dans le carré d'as et perd le match de la 3e place face à la Croatie 2-1. Mais les Lions de l'Atlas sortent la tête haute de cette compétition. Rendez-vous dans 4 ans
avec 10 équipes africaines. C'était le journal de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.